Bonjour à tous. On va commencer cette table ronde sur les expériences que vont nous raconter nos invités sur ces créations d'agences après des regroupements, d'une part au Royaume-Uni avec Public Health England et puis en France avec l'ANSES et Santé publique France. Moi, je suis Jean Bouillet, je suis le président du conseil scientifique de l'INVS et je préside cette table ronde avec France Lair qui est à côté de moi, qui est la présidente du conseil scientifique de l'INPES, qui donc n'existe plus ni l'un ni l'autre maintenant, mais on a vécu l'un et l'autre et avec des réunions communes de nos conseils scientifiques, la création de Santé publique France, et on a pu à la fois voir l'aspect enthousiasmant, tous les enjeux et tous les discussions qui l'entouraient, et en même temps, bien entendu, le travail que ça représentait, les difficultés qu'on puisse se montrer à certains moments et comment elles ont été surmontées. Enfin, François Bourdillon nous a déjà fait une petite présentation tout à l'heure de Santé publique France et je pense qu'il y reviendra dans son intervention. Donc la table ronde va être organisée avec 3 interventions d'une vingtaine de minutes. On vous propose qu'il puisse y avoir quelques questions après chacune de ces interventions. Et puis on aura le temps d'une discussion plus générale à la fin quand les interventions auront été toutes faites. Donc je vais d'abord passer la parole à Kevin Fenton qui va nous expliquer, nous parler de la création de Public Health England et de l'expérience qu'ils ont eue. Voilà, à vous la parole. Merci. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, bonjour. I'm Kevin Fenton and I'm the Donc, je m'appelle Kevin Director of Fenton, Health je suis and le Wellbeing at directeur Public Health de England, and it is la a santé great pleasure à and Public honor to Health be here England. with you this morning. C'est un plaisir, un At your honneur d'être first avec vous Public Health aujourd'hui Conference, à l'occasion in the de first cette month of your première existence rencontre de in santé Publique publique, France, alors que ça fait à peine un mois que and votre I'd agence like a to été say huge créée congratulations et on je this vous fantastic félicite pour achievement. cette I bring you réalisation greetings from extraordinaire. our Chief Executive, Je porte Duncan également Selby, who was les originally scheduled to do this félicitations de presentation Duncan this morning, Selby qui aurait dû but faire cette unfortunately he's présentation, been called mais to speak in malheureusement, front on of lui a our demandé Parliament this de afternoon, and s'exprimer he'll be devant le speaking Parlement to cet politicians après-midi. about Donc, il the parlera aux early hommes days politiques of des Public premiers Health jours England, de our Public impact, Health and England, are de we notre making a impact, difference de la at the manière dont nous ground faisons level? une And so he will différence be in sur front le of terrain. ministers Donc, il this sera devant afternoon. les ministres et les In the parlementaires cet time that I have available après-midi, today, raison I'd pour like to laquelle je tell suis you a avec little vous bit of a aujourd'hui. story. I'd like Tout to d'abord, je vais vous parler say un a petit bit peu de about where we are l'histoire in England with de health notre and well-being, and what agence are really et faire un the petit peu le issues that we're point faced sur la with in the situation country when ainsi it que comes les to défis auxquels nous achieving sommes different and confrontés better health lorsqu'il outcomes s'agit for our d'améliorer les population. résultats de santé I'd pour like to nos speak a little bit populations. about Je vous the health parlerai system aussi un petit peu transformation that we've just been through in the United Kingdom and des specifically crises que in nous avons England. traversées, en I'll tell you a little particulier bit en about Public Angleterre. Health England, who Je we vous parlerai are, de our Public Health England, bien structures, sûr, qui some nous of our sommes, key quelle est notre priorities, and structure, I'll quelles also sont be nos reflecting on priorités, some of the et early je vous impact that parlerai we've aussi had des as a impacts new public précoces health que agency. nous avons eus But en notre finally, I'd qualité also like to d'agence reflect nationale on de some santé. lessons Je that vous we're parlerai learning. It's aussi been des 3 enseignements que nous avons fantastic tirés years, au cours des 3 3 premières années difficult de years, notre but 3 existence. years Des in années which we are difficiles, making mais progress. des années au And cours that desquelles progress nous is faisons des important progrès, both for des members of progrès the qui sont public. importants We are aussi finding bien our pour le voice public que and pour showing nous. leadership Nous for our arrivons à public health trouver notre colleagues, voie, but nous more faisons la importantly, we're différence being pour and nos in collègues that de la space santé where publique, we are beginning to mais win nous arguments, and commençons we're beginning aussi to à avoir use des the best arguments que evidence nous to avons, inform public que nous health avons policy. présentés pour éclairer So, les let me politiques de begin by santé just setting publique. the scene Tout on where d'abord, we donc, are nous with some of allons the health un petit peu challenges that we're définir le experiencing cadre. in Quels sont England les défis today. de santé auxquels nous Now, sommes as with confrontés many en Western Angleterre. European countries, Comme we de are doing nombreux pretty pays well with the occidentaux, increase in life nous avons expectancy. une The good bonne news is that we are augmentation living de longer. In fact, over the l'espérance de vie. past 20 Nous to 30 years, we've vivons seen plus some of the longtemps. Au largest cours des increases dernières in life 10 à expectancy 15 across ans, nous Western avons Europe. eu une des And plus this grandes increase in life augmentations expectancy de has mainly been
l'espérance de vie, mais cela s'est traduit par une diminution du nombre de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de BPCO, un certain nombre de cancers. Donc nous avons fait des progrès et cela est imputable à des politiques plus efficaces, de la prévention, un parcours de santé également amélioré. Mais en dépit du fait que nous vivons plus longtemps, nous vivons aussi plus longtemps, dans certains cas, en moins bonne santé. Et même si les taux de mortalité ont diminué, nous savons que la charge de mauvaise santé augmente en raison de certaines maladies. Nous savons par exemple que le taux de mortalité du diabète et des complications imputables au diabète ont diminué de 56%, mais malgré tout, nous savons que la prévalence du diabète va encore augmenter de manière très significative dans les 20 à 30 prochaines années. Nous savons que la prévalence et la charge de cette maladie augmentent. Nous avons des données de bonne qualité qui nous donnent des informations en temps réel sur des problèmes qui augmentent la mortalité dans notre pays. Et nous avons de ce fait une meilleure compréhension de ces maladies qui augmentent la morbidité. Donc, cette diapo montre quels sont les facteurs de mortalité chez les Anglais. Donc, ce sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les troubles respiratoires, les troubles du système nerveux, ou les troubles rénaux, les pathologies rénales. On sait cependant qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu un changement dans les maladies qui sont les causes de morbidité ou d'une vie avec handicap. Et on voit ici les différences entre les années 90 et 2013. Vous avez les principales causes de vie avec handicap. On le voit qu'en 2013, donc à droite ici, on voit que la plupart des Britanniques vont avoir des troubles du rachis, des douleurs au niveau du cou, mais aussi BPCO, cancer du poumon. Et l'on voit aussi l'apparition dans ce classement des troubles dépressifs, des troubles liés à la santé mentale. Et vous voyez aussi une forte contribution des chutes qui ont diminué, cela dit, par rapport à 90. Donc vous avez ici les causes principales de mauvaise santé, mais on a donc une image qui est relativement dynamique. Lorsque nous avons été créés en tant qu'agence de santé publique, nous avons évalué quels étaient les facteurs de risque qui motivaient les décès prématurés et une charge de morbidité. Il est très important en fait de pouvoir centrer nos efforts. Nous avons ici l'étude Global Burden of Disease qui nous a donné des informations sur les déterminants de santé. Nous savons qu'en Angleterre, ce sont les risques diététiques et le tabagisme qui sont les deux causes principales. Parmi le top 5, on a le surpoids, on a aussi l'importance des troubles métaboliques, par exemple une hypertension non maîtrisée, la consommation d'alcool ou de drogue, et bien sûr la sédentarité qui figure parmi les 7 premières causes de mauvaise santé. Donc si l'on veut faire une différence, nous devons vraiment nous concentrer sur ces déterminants de facteurs. Il faut être honnête sur ce qui crée de la mortalité, quels sont les facteurs de risque de la mauvaise santé dans la population. Et il faut aussi être tout à fait clair par rapport à ce qui crée des inégalités en termes de santé publique. On sait qu'on a très peu réduit les inégalités de santé en Angleterre. Et on sait qu'en 2013, les personnes qui vivent dans les zones les plus démunies sont en train d'approcher l'espérance de vie qu'avaient les groupes les plus mieux lotis des années 90. Donc si vous voulez, en 13 ans, il y a eu très peu de réduction de ces différences. Nous avons vu aussi des différences très marquées selon la zone de résistance et il y a aussi un certain nombre de caractéristiques qui nous sont fournies par les données. On sait que les facteurs sociaux-démographiques et le lieu de résidence sont autant de facteurs qui contribuent à ces inégalités. Maintenant, la question est de savoir comment l'on gère ces inégalités. Il faut promouvoir la prospérité économique
physique, puisque c'est la clé d'un bon démarrage dans la vie. Et il faut aussi se concentrer sur les déterminants sociaux plus larges. Il faut se concentrer sur une meilleure emploi, une meilleure qualité de l'emploi et aussi une plus longue scolarisation, de manière à créer aussi des communautés plus connectées, plus sûres et aussi se concentrer sur la réduction des conditions d'habitation, donc d'une meilleure habitation, et réduire l'isolement social, en se concentrant notamment sur les populations vieillissantes, de façon à réduire l'exclusion et l'isolement. Donc il s'agit vraiment d'un programme de santé large que nous avons géré lors de la création et au cours des 3 premières d'existence de notre agence de santé. Alors nous avons fait des progrès en termes de santé et de bien-être, mais des défis subsistent. Nous devons nous concentrer sur la prévention, qui est extrêmement importante. La prévention a vraiment un impact très fort. 4% du budget total de santé est dédié à la prévention et la majorité du budget est dédié aux soins à proprement parler. Pourtant, on sait que seulement 10% des déterminants de santé et de bien-être sont liés aux soins de santé. On sait que la majorité des actions que l'on peut mener sont sur les conditions sociales, sur avoir un appui à la communauté. Et donc, si l'on veut vraiment faire la différence en matière de prévention, il faut rediriger nos efforts sur les programmes anti-tabac, sur la lutte contre la consommation d'alcool et de drogue. Donc maintenant, je vais vous donner un petit peu de contexte sur les défis de santé, mais aussi sur les opportunités que nous avons en Angleterre. Et aujourd'hui, nous parlons de 3 différences que nous devons essayer d'aplanir. Alors, d'une part, il faut essayer de lutter contre ce différentiel en matière de santé et de bien-être en améliorant l'espérance de vie, en réduisant la charge des maladies qui peuvent être prévenues et aussi en réduisant les inégalités. Il faut aussi lutter contre le fossé qui existe en termes de qualité de soins et aussi en termes financiers, de manière à avoir des interventions qui vont avoir un bon retour sur investissement. Public Health England a été créé à un moment très difficile, un moment où nous devions faire face à un grand nombre de défis. L'agence a été créée il y a 3 ans et demi, en 2013. À cette époque, nous avions une nouvelle législation qui avait été adoptée, la Health and Social Care Health de 2012. Cette législation a nécessité de changer l'ensemble du paysage de santé, avec un certain nombre de caractéristiques. L'idée était de réformer le service national de santé, se concentrer sur la santé publique et la prévention. Il y avait vraiment plus de responsabilités qui ont été données au niveau régional, avec plus de transparence. Et l'idée était de se concentrer sur le résultat plutôt que sur les activités et les cibles. Donc c'était vraiment les résultats qui étaient au centre de l'action plutôt que les actions. Donc l'idée était de créer vraiment un système basé sur ces 4 piliers. Ces modifications ont été mises en œuvre à partir du 1er avril 2013. Voici quelques-uns des éléments clés de la structure. Donc nous avons toujours le gouvernement qui est responsable du département de la santé, qui développe les politiques de santé pour la nation, et le Chief Medical Officer qui fournit un conseil indépendant au gouvernement. Ensuite, nous avons les autorités locales qui sont en connexion avec les communautés et qui a une forme d'indépendance en matière de mise en œuvre des politiques nationales de santé. Ensuite, nous avons le NHS, donc le
National Health Service, qui est en charge donc des soins de santé, de la lutte contre les inégalités. C'est lui qui s'occupe aussi des interventions de santé publique spécifiques, par exemple le dépistage du cancer. Et ensuite, nous avons Conframe le Public Health England, qui est donc un organisme national intégré d'experts qui promeut l'éducation à la santé, la prévention et la promotion de la santé publique. En 2013, nous avons mis en place un nouveau système, un système plus large de la santé publique qui inclut les différentes structures dont je viens de parler, le gouvernement, Public Health England, NHS, mais l'objectif était de mettre au centre le public, mais aussi inclure le secteur des bénévoles, l'industrie, la communauté académique et scientifique, universitaire. Donc vraiment une conceptualisation plus large de la santé et une implication de l'ensemble des partenaires clés à améliorer la santé, qui est un changement majeur de notre structure. Donc j'ai déjà mentionné les différentes modifications et le fait que nous nous concentrions sur les résultats et non pas sur les objectifs ou sur les actions. Donc au niveau national mais au niveau régional, nous sommes aussi beaucoup plus, nous avons des obligations additionnelles plus fortes. On nous a demandé d'augmenter l'espérance de vie et de réduire les différences d'espérance de vie entre les communautés. Nous sommes évalués par le système de santé publique de manière à prouver les différences que nous faisons. Est-ce que nous faisons une différence sur les déterminants de santé, sur les déterminants aussi sociaux de santé? Est-ce que nous faisons une différence en termes d'amélioration de la santé? Que faisons-nous lorsque nous gérons les épidémies? Est-ce que nous réduisons effectivement la consommation d'alcool? Est-ce que nous promouvons l'activité physique? Est-ce que nous faisons également un bon travail en matière de protection de la santé? Est-ce que nous gérons bien la pollution de l'air? Et est-ce que nous répondons bien aux situations d'urgence? Enfin, est-ce que nous menons bien notre mission de conseil au NHS et au gouvernement? Est-ce que nous améliorons la qualité des soins qui sont délivrés? Est-ce que nous faisons une différence en matière de santé? Public Health England est une nouvelle agence de santé. On a été créé le 1er avril 2013. On a rassemblé plus de 70 organisations sous un même toit. Donc je pense que c'était un peu plus difficile peut-être que Santé publique France. Mais 70 institutions ont été rassemblées et fusionnées. En tant qu'organisation, on protège et on améliore la santé et le bien-être du pays et on veut réduire les inégalités de santé. On a plus de 5000 personnes et notre personnel se trouve dans 8 centres dans tout le pays, et dans 4 régions, Londres, le nord de l'Angleterre, le sud de l'Angleterre et les Midlands. Et nous travaillons également étroitement avec d'autres agences de santé publique en Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Certaines de nos fonctions essentielles sont sur cette diapositive. On a vraiment une agence de santé publique nationale qui regroupe toutes les actions de santé publique avec la protection des maladies infectieuses, l'amélioration de la santé, le soutien du NHS, les problèmes, les risques environnementaux et la réponse aux urgences et réduction des inégalités. Contrairement à la HPA qui existait, maintenant on a quelque chose de global. Nos priorités clés sont ici. Tout d'abord, pendant nos 3 premières années, on avait 7 priorités essentielles où on voulait faire une grande différence dans les 5 premières années d'existence de l'agence. 5 de ces priorités sont liées à l'amélioration de la santé, par exemple réduire l'obésité, surtout chez les enfants, réduire le tabagisme et bien sûr éviter que les enfants ne commencent à fumer, réduire les admissions hospitalières liées à l'alcool et à la boisson, s'assurer que chaque enfant a le meilleur départ dans la vie pour créer une nouvelle génération avec des meilleures chances sanitaires dans le pays. On a eu 2 priorités en termes de maladies infectieuses. Tout d'abord, la résistance antimicrobiotique et continuer à diminuer la tuberculose. C'est la
la première obligation d'améliorer la santé de la population. Ces 3 premières années ont été très intenses. On a eu beaucoup de choses qu'on a réussi à faire. Vous avez vu le travail qu'on a fait au Royaume-Uni. Ici, depuis la France, on a répondu à l'épidémie d'Ebola en gardant les personnes en bonne santé au Royaume-Uni. On a beaucoup travaillé pour réduire la consommation excessive de sucre au Royaume-Uni et en Angleterre. Et ça veut dire on a réduit la prévalence des caries dentaires, mais aussi on a réduit l'obésité des enfants. Vous avez vu le travail qu'on a fait sur les e-cigarettes. On regarde la possibilité d'introduire des e-cigarettes dans le cadre de notre programme de contrôle ou de limitation du tabagisme, mais on veut aussi limiter les dommages des e-cigarettes. On a travaillé sur le VIH avec des nouveaux tests, mais vous avez entendu parler des problèmes qu'on a eu avec la prophylaxie de pré-exposition sur le VIH. On travaille à long terme avec la NHS. Beaucoup de programmes nouveaux qui ont été lancés, y compris le premier programme de prévention nationale du diabète qu'on fait en partenariat avec NHS England et Diabetes UK. Donc, la dernière partie de ma présentation, je voudrais parler non seulement de ce qu'on a fait en Angleterre, mais peut-être en tant que nouvelle agence, je voudrais réfléchir un petit peu sur les leçons qu'on a tirées de ces 3 premières années. La première, c'est l'importance du leadership politique local et l'énergie qu'on a, le fait que les autorités locales sont responsables d'améliorer la santé et le bien-être de leur communauté locale et comprendre leur rôle, les besoins de ces leaders politiques locaux, les décisions difficiles qu'ils ont à prendre, mais nous, on est prêts à les aider et c'est important de parler directement à ces leaders politiques locaux. Deuxièmement, on a une responsabilité essentielle de protéger la santé de la nation des risques chimiques, bactériologiques et de santé. On doit le faire de manière exceptionnelle et on n'est pas meilleur que notre dernière crise. Donc ça veut dire pour chaque crise, on doit répondre de manière efficace à côté des partenaires en ayant les leaders politiques à nos côtés pour démontrer la valeur ajoutée qu'on apporte. Dans un environnement où il y a autant de pression et de questions à traiter, il a été important ces 3 dernières années de choisir ce qu'on devait avoir comme priorité et savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et pouvoir le dire est essentiel. On doit être capable de prioriser notre travail pour être efficace et dans ce cadre de cette priorisation, nous devons avoir nos partenaires avec nous. On n'a pas les ressources pour traiter tous les problèmes de santé, mais on a la possibilité de travailler en réseau avec des collègues, des partenaires pour les aider à faire une différence. Et ce rôle d'être un connecteur, un intermédiaire et un partenaire est un rôle essentiel pour nous. Notre voix nationale fait une différence. Je voudrais parler de comment on a trouvé notre voix nationale au sein de PHE. Ce qui est essentiel, c'est que notre crédibilité en tant qu'organisation est basée sur la science de classe mondiale, que ce soit pour la protection ou l'amélioration de la santé, les maladies infectieuses chroniques. On doit être basé sur des preuves et on ne doit jamais parler en termes d'opinion. Et la crédibilité et la force de notre voix est basée sur le fait que tout ce qu'on fait est basé sur une compréhension très forte et profonde de la science et l'état actuel de la science. Il faut dire, et parfois on n'a pas la science et on va dire voilà comment on va aller de l'avant. En attendant, notre succès est jugé par comment on va pouvoir améliorer les résultats et réduire les inégalités. Donc on est concentré sur ces résultats, ces indicateurs. Et notre directeur général dit que c'est pas toujours la meilleure chose d'avoir raison, mais il faut avoir raison au bon moment. Et on a travaillé dans des domaines très controversés en tant qu'agence de santé publique et vous, en tant que SPF, Santé publique France, vous aurez des défis et il faut gagner les bonnes batailles si on veut. Enfin, les choses qu'on a dû faire
critère que la communauté, les politiciens nous ont demandé, c'est d'avoir une voix unique en tant qu'Agence nationale de santé publique. C'est un domaine où on commence à être un petit peu confiant par rapport à notre voix nationale. Une partie de ça, c'est d'avoir les bases pour justifier nos arguments. Une partie de ça, c'est de comprendre qu'en tant qu'organisation nationale, ça nous donne une crédibilité, un effet levier. On doit l'utiliser de manière efficace. Il faut aussi se rendre compte et accepter qu'on doit prioriser les domaines sur lesquels on va se concentrer et les domaines où on va mettre au défi la communauté, les politiciens et la NHS. Et la sagesse d'utiliser la voie nationale, c'est quelque chose qu'on apprend au quotidien. Mais pour trouver cette voie nationale, il faut reconnaître que dans tout ce qu'on fait, toutes les actions, tout est local. Et c'est notre capacité de soutenir l'action locale, de mettre des partenaires locaux à nos côtés pour qu'on devienne un leader national. Et c'est ça qui fera la différence avec notre voie nationale. Enfin, je voudrais dire que parmi les leçons clés qu'on a apprises, c'est d'aller là où il y a l'énergie, là où on peut utiliser les opportunités. Ça peut être très intéressant pour votre expérience en France. Il y a beaucoup de travail sur la planification basée sur les places, sur le financement basé sur la place. En fait, on a un processus de dévolution pour transférer le pouvoir dans les régions et on veut prendre, il y a des décisions qui sont prises au niveau local pour leur communauté et on doit être dans cet espace de dévolution, donner des preuves de l'aide pour aider les gens sur place à faire les meilleurs choix. On doit s'aligner avec les impératifs politiques par rapport à la prospérité économique et également comprendre que les attentes du public continuent à évoluer par rapport à la santé et on doit être capable de s'engager, d'évaluer, de répondre aux besoins de santé publique et aux besoins du public à mesure qu'ils évoluent. Et en conclusion, je voudrais dire que je voudrais réfléchir un petit peu sur ce qu'on a fait à PHE et le parcours qu'on a suivi. On est à un moment enthousiasmant où les gens veulent faire des décisions pour leur santé au niveau local et on a la possibilité d'avoir un impact sur les conversations nationales sur la santé. La réalité est que la science est claire et si on veut faire la différence dans la santé, ça ne va pas se faire en se concentrant sur les soins de santé, mais il faut se concentrer sur les déterminants sociaux de la santé et il faut avoir une nouvelle conversation sur la santé et le travail et la santé et la prospérité économique. La prévention fait maintenant partie de l'histoire nationale et devient l'affaire de tous en Angleterre et c'est le résultat des changements juridiques mais aussi du travail qu'on fait au sein de PHE avec notre voie nationale pour insister sur la prévention et montrer que les politiques prennent en considération l'impact sur la santé en même temps que l'impact économique. Et on va travailler nationalement, globalement et localement pour trouver notre voie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je prends la parole au nom à la fois du réseau des villes santé OMS, dont la présidente est ici, et au nom d'Élus Santé publique et territoire, pour vous poser une question simple. Le local, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est et la communauté, c'est quoi? Parce que vous en avez beaucoup parlé. Nous, qui sommes élus locaux, donc élus des villes, sommes absolument convaincus que rien ne se fera dans les politiques publiques si les collectivités locales ne sont pas directement impliquées. Mais pour vous, c'est quoi le local? Merci. Si tu veux compléter. Merci pour cette question. Je vais répondre brièvement. C'est un débat qu'on a à l'heure actuelle en Angleterre. Local pour nous veut dire le niveau que vous voulez mettre. En fonction d'où vous êtes dans le système, vous aurez une conception différente du mot local. Donc local, ça peut dire les communautés locales, les quartiers locaux. Et c'est particulièrement important pour le leadership politique local parce qu'ils sont très
très reliés aux communautés locales. La NHS a une empreinte différente et pour eux, local, c'est la zone de chalandise de grands centres hospitaliers et ça peut être équivalent à l'empreinte locale politique, mais ça peut être différent. Et avec le nouveau processus de dévolution, de décentralisation, ça crée des nouvelles frontières géographiques. Et certaines sont identiques aux gouvernements locaux, aux autorités locales, mais d'autres impliquent beaucoup d'autorités locales. Donc on essaie de comprendre le mot « place » d'une manière globale, mais ce qui est important, c'est d'engager les communautés, de travailler à travers des systèmes, d'étudier les atouts et réfléchir à comment utiliser ces atouts locaux de manière plus efficace. On vous voit pas très... Il y a une question en bas, mais après on vous voit pas très bien. Il faut lever les mains très haut. Il y avait une en haut, là, je crois. Oui, allez-y. C'est moi? Ah. En français. Oui. Votre intervention est brillante, mais... Oh, okay. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur les programmes de santé mentale? Yes. Oui, bien sûr. La santé publique mentale fait partie des nouveaux programmes qu'on a chez PHE et en tant que directive santé, je suis responsable du contrôle et de la prévention des maladies non communicables et non transmissibles. Et j'ai une équipe qui fait partie de la division santé mentale au sein de PHE. On a 4 priorités sur lesquelles on travaille ces 3 dernières années, notamment s'assurer qu'on a des données de surveillance avec une création du réseau de santé mentale qui a été une nouvelle création de PHE pour s'assurer qu'on a les meilleures données, pour prendre les meilleures données, les meilleures décisions sur la santé mentale. Ensuite, on a un très grand programme sur la prévention des suicides, en partie parce qu'on a vu une augmentation progressive des suicides en Angleterre. C'est cette année consécutive après la crise économique plus importante chez les hommes que chez les femmes, mais maintenant on voit une stabilisation des taux de suicide des femmes, donc ça nous préoccupe beaucoup. Donc ensuite, on se concentre sur l'amélioration de la santé physique des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On sait que les gens avec des problèmes de santé mentale meurent plus vite, ils ont plus de maladies chroniques qui ne sont pas bien gérées et on regarde, pour nous, c'est une priorité majeure pour traiter les inégalités de santé. Et troisième point, on essaie d'améliorer la résilience de santé mentale, l'éducation, l'alphabétisation des patients de santé mentale. Donc, on réfléchit vraiment comment on peut promouvoir des meilleurs outils, des approches basées sur des atouts en santé mentale. On travaille sur l'isolement social. On travaille pas on travaille plus sur le diagnostic, l'intervention précoce, et on travaille beaucoup pour soutenir l'action locale dans ces domaines. Le temps pour une ici, juste Oui, ici. Je voulais vous demander, on sait que sur les questions des déterminants de santé, le secteur privé est toujours extrêmement puissant et agit avec des objectifs qui ne sont pas toujours totalement compatibles avec la santé publique. Donc ma question, elle est au niveau de Public Health England, est-ce que vous avez des liens et comment avez-vous tissé ces liens avec le secteur privé? Oui, merci.
On a eu un parcours très intéressant au sein de PHE parce qu'il y a des industries où on n'a pas le droit de travailler. Par exemple, l'industrie du tabac, on n'a aucune relation avec l'industrie du tabac. Ça, c'est conformément à la réglementation aux directives de l'OMS. Mais on se rend bien compte que l'industrie peut être une partie du problème, mais ils peuvent aussi être une partie de la solution. Et on a pu, dans notre travail d'amélioration de la santé, on a pu réfléchir à des domaines où on est partenaire de l'industrie, où on a des valeurs alignées et on peut avoir des partenariats productifs pour améliorer la santé de la population. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est notre travail avec des grands distributeurs et des fabricants d'aliments au sein du pays. Ces industries ont une influence colossale sur ce que le pays mange. Et à travers nos campagnes, nos partenaires stratégiques, nous avons travaillé avec eux pour changer comment ils font la promotion des aliments qui ont des teneurs élevées en sel, en sucre, en graisse, comment ils peuvent réduire la promotion de l'alcool peu cher et comment ils peuvent aider à créer des magasins qui donnent des possibilités pour avoir des changements comportementaux pour que les gens achètent des aliments plus sains. Deuxième exemple, un partenariat avec Disney, qui est une chaîne de télé pour les enfants, et leur valeur en tant qu'organisation, c'est d'offrir des programmes pour les enfants aussi dans la santé. Et on a eu des campagnes pour promouvoir l'activité physique des enfants, et Disney a été un excellent partenaire pour nous. Et troisième exemple sur l'obésité infantile, on travaille avec des fabricants alimentaires pour reformuler leurs aliments, pour diminuer la teneur en sucre, en graisse saturée, en sel dans leurs aliments. Et ça fait partie de l'engagement du gouvernement pour lutter contre l'obésité infantile. Donc il n'y a pas une seule réponse sur comment on travaille avec l'industrie, avec le secteur privé. On a des principes clairs au sein de PHE sur comment travailler avec l'industrie, et on réfléchit, on travaille avec les différents partenaires pour voir les gains, les risques, et on gère ça de manière très attentive. Mais c'est une excellente question. Merci beaucoup. On va peut-être passer à la suite maintenant, parce que sinon on n'aura plus le temps et il y aura une discussion générale éventuellement après. Bonjour. C'est maintenant à Marc Mortureux de nous présenter les enjeux qui sont produits autour des transformations des agences pour l'environnement. Il est actuellement directeur général de la prévention des risques au ministère de l'Environnement, et il va nous parler donc de la création de l'ANSES. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, et je suis ravi d'avoir cette occasion de revenir un petit peu sur des sujets que j'ai bien connus. Donc, depuis le début de l'année, je suis directeur général de la prévention des risques au ministère de l'Environnement. Et ces derniers jours, je dois dire que j'ai été noyé par les inondations. J'y ai passé un peu jour et nuit, mais heureusement, c'est formidable. La crue a commencé à baisser et donc je peux être là ce matin avec vous et j'en suis très heureux. Donc, je vais plutôt vous parler un peu sous forme de témoignage de ce que j'ai vécu donc, il y a quelques années lorsque je me suis occupé de la fusion de l'AFSA et de l'AFSET pour créer l'ANSES, et donc de pouvoir faire quelques comparaisons avec l'aventure que François Bourdillon, Martial Mettendorf et toutes les équipes viennent de réaliser donc, avec cette création de Santé publique France. D'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre de gens, il y a beaucoup d'échanges entre nos agences, et donc il y a des gens malins qui étaient à l'IVS, qui ont évité la fusion AFSA-AFSET, qui sont arrivés à l'ANSES et qui donc n'ont pas vécu de fusion. Mais il y a aussi des gens, et ça serait intéressant de les entendre, qui auront vécu à la fois la fusion AFSA-AFSET et qui ensuite sont partis à l'INVS, par exemple, et qui ont connu donc la fusion récente. Donc il y aura, François, certainement une petite compétition pour savoir la perception de la façon dont les choses se sont passées. Mais je dois dire que je suis vraiment ravi d'entendre tous les échos extrêmement positifs de la création de cette nouvelle agence Santé publique France. Et personnellement, je pense que de l'expérience que j'en ai retirée, on est dans une société en profonde métamorphose, bouleversement, mutation, et que nous devons de toute façon tous, les uns et les autres, être acteurs des adaptations, des changements que nous devons faire,
et que si c'est bien conduit, je pense que c'est extrêmement positif et profitable. Alors, très rapidement, je vous rappelle, donc c'est la loi Hôpital Santé Patient Territoire de 2009 qui a décidé de la fusion entre l'AFSA et l'AFSET. Nous avions 6 mois pour prendre une ordonnance, puis ensuite à peu près 6 mois pour mettre en place de façon effective cette nouvelle agence, donc par la fusion de 2 agences AFSA-AFSET. Alors, je rappelle, l'AFSA, agence de sécurité sanitaire sur toute la chaîne alimentaire, qui donc assez importante, 1200 personnes, qui avait été créée un peu suite à la crise de la vache folle, avec donc pas mal de sujets, grippe aviaire, OGM, pesticides, etc. Et l'AFSET, une agence beaucoup plus récente, de taille beaucoup plus modeste, 150 personnes, beaucoup plus sur les sujets donc, de santé-environnement, qui montent beaucoup, quel est l'impact sur notre santé de notre environnement au quotidien, mais également les sujets de santé au travail. Donc, il a été décidé de faire cette fusion, et très clairement, ça a été un peu l'issue de toute une série de débats, de rapports, etc., pas mal d'indécisions, pas mal, disons, d'inquiétudes autour de ces sujets-là. Et je dois dire que quand je suis arrivé pour mener cette fusion, je n'ai pas beaucoup rencontré de gens favorables à cette fusion. Il y avait un certain travail à faire pour essayer de monter ce processus. Et donc là, juste pour vous amuser un petit peu, on avait fait une petite relecture après cette fusion. L'ambiance était quand même relativement froide. Et lorsqu'on fait la fusion de 2 organismes, d'ailleurs de taille assez différente, assez naturellement, c'est le plus petit qui a la peur la plus importante, finalement, de perdre son identité. Et donc, il y a eu des débats qui étaient relativement sympathiques, tout comme les comités de direction pour essayer petit à petit de créer une nouvelle communauté, n'était pas toujours très simple. Et puis, évidemment, la question des moyens était aussi relativement présente. Je passe assez vite. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que dans un contexte comme celui-là, bon, bien entendu, à la base, il est absolument indispensable de mener énormément de concertations en interne et en externe. Et ça a été une très belle aventure, d'ailleurs, d'avoir mis en place énormément de lieux d'échange, d'expression très libres, parfois assez vifs, mais qui, je crois, rétrospectivement, ont été extrêmement fondateurs des valeurs de la nouvelle agence. Le deuxième élément qui me paraît absolument fondamental, c'est d'être capable de donner du sens à la nouvelle entité qu'on veut créer. C'est clair qu'il y a à un moment une décision de nature politique. Il faut vraiment être capable de donner du sens à cela, et je vais y revenir, il faut avoir une vision, et c'est vraiment au travers de ça qu'on est capable de fédérer des équipes dans la durée. Et puis, troisièmement, inévitablement, dans un projet comme ça, il y a un certain nombre de questionnements, d'inquiétudes, qui sont pour partie fondés, qui méritent d'être effectivement pris en compte et pour lesquels il faut apporter un certain nombre de réponses concrètes, d'engagements qui sont pris et qui sont derrière mis en œuvre. Alors, le sens de cette fusion, bon, bien sûr, à la base, c'était 2 agences qui avaient quelques interfaces un peu cocasses, où il y avait une agence qui s'occupait de l'eau plutôt potable, pour l'eau, et puis l'autre pour toutes les eaux plutôt dans l'environnement, ou une agence qui s'occupait de l'évaluation des produits, des pesticides, et puis l'autre agence s'occupait des biocides, donc voilà, des liens finalement assez étroits. Mais au-delà de ça, beaucoup plus fondamentalement, ce qui a été, je trouve, très intéressant, c'est de se rendre compte que les problématiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, où beaucoup de problèmes de risques aigus ont été très, très fortement traités et réglés, et où on est beaucoup plus aujourd'hui sur de très nombreux questionnements sur comment l'exposition un petit peu à tout ce qui nous environne dans notre quotidien, sur du long terme, comment tout ça impacte notre santé, mais dans une vision très globale, et quelque chose donc, qui monte énormément avec pas mal de préoccupations sur le développement de maladies chroniques et des quantités d'interrogations sur comment faire le lien entre nos expositions et voilà ce qu'on peut constater en termes de santé. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que cette fusion AFSA-AFSET avait tout son sens dans l'idée de mettre en place un système, un modèle très intégratif, très global, qui est en capacité de prendre en compte pour une source de danger donnée, qui peut être un agent biologique, un agent chimique, un agent physique, les rayonnements, les ondes, eh bien, de prendre en compte tous les milieux par lesquels nous sommes exposés,
l'alimentation, l'eau, le sol, l'air, les animaux, les activités professionnelles, voilà l'ensemble des domaines dans lesquels voilà, se constitue notre vie quotidienne pour réaliser une évaluation de risque prenant en compte l'ensemble de ces sources d'exposition. Et ça, je crois que c'est vraiment une évolution extrêmement intéressante qui va, je crois, clairement dans le sens de l'histoire. Et je pense qu'on a pu fonder cette création de la nouvelle agence autour de ce concept, qui est d'ailleurs aujourd'hui largement repris, même dans la nouvelle loi santé, où on parle d'exposome, voilà le concept de prise en compte un peu de la complexité des expositions auxquelles nous sommes soumis dans notre quotidien. L'autre fondement très important de la création de cette nouvelle agence, c'est ce qu'on appelle la séparation entre l'évaluation scientifique des risques, donc le rôle de l'agence, et la gestion des risques au travers des ministères au niveau national, mais ça a été souligné tout à l'heure, le rôle extrêmement important aussi des autorités locales. Et d'ailleurs, dans l'épisode des inondations, je peux voir à quel point voilà, l'interaction entre l'État et les collectivités locales est absolument essentielle. Donc, avoir ce principe, l'idée c'est qu'aujourd'hui, on a clairement un peu un contexte aussi de décrédibilisation de la parole publique et qu'on a vraiment besoin de fonder les décisions publiques sur un travail de nature scientifique de très haut niveau qui soit le plus incontestable possible et donc en toute indépendance d'avoir des agences qui documentent, qui rendent public l'ensemble des éléments. Et ce qui est évidemment très important, c'est à la fois la science qui apporte un certain nombre de réponses, mais la science qui aussi met en évidence un certain nombre d'incertitudes et que cela doit être formulé, cela doit être explicité. Et c'est au travers de ces éléments-là que les gestionnaires de risques peuvent prendre leurs responsabilités. Il y a clairement un rôle pour l'évaluateur, il y a un rôle pour le gestionnaire, et je crois que ça fonctionne bien dès lors que chacun joue son rôle, pleinement son rôle, et que son rôle. Et je pense que là, il y a vraiment une approche qui est très intéressante. Alors, ce fondement donc, de la séparation évaluation-gestion a été vraiment un des piliers de la création de la nouvelle agence. Mais ceci dit, il faut toujours être un peu modeste dans la façon dont les choses évoluent, puisque quelques années plus tard, donc il y a maintenant presque un an, finalement, ce principe a été en partie remis en cause dans certains domaines, puisque l'ANSES a maintenant aussi la responsabilité, pas seulement d'évaluer dans certains domaines, sur par exemple les produits pesticides, les produits phytosanitaires, mais c'est vu confier, depuis juillet de l'année dernière, également depuis récemment, la responsabilité de délivrer les autorisations de mise sur le marché, donc d'avoir aussi finalement une responsabilité en matière de gestion. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette phase un peu de création de la nouvelle agence, c'est quand même à quel point, je trouve, au cours de ces 30 dernières années, un peu dans mes expériences, on est passé d'une logique où quand même assez largement l'État était vu comme, disons, le représentant de l'intérêt général, à une situation aujourd'hui où moi j'ai entendu des remises en cause quand même assez fortes, assez incroyables même parfois, sur la méfiance qu'il pouvait y avoir par rapport à la parole publique et voilà. Excessive, je pense, dans un sens, dans l'autre, mais en tout cas, on est dans une société qui a beaucoup évolué et pour laquelle on a vraiment besoin de restaurer la confiance dans un contexte qui est compliqué. La révolution numérique fait qu'on a des sources d'informations multiples, permanentes, contradictoires. La logique même des médias est par nature de mettre en avant les débats, les controverses, et donc c'est dans cet ensemble que nous devons, pour moi, je pense vraiment réinventer un modèle. Et donc, les clés de la confiance pour progresser, disons, dans ce domaine, c'est, je pense, disons, des exigences de transparence qui sont extrêmement fortes aujourd'hui et qui nécessitent un gros travail pour mettre vraiment à disposition une information la plus objective qui soit. Deuxièmement, l'excellence, évidemment, de l'expertise scientifique, c'est la base. Et la première des choses pour une agence comme l'ANSES, c'est de ne pas être mis en cause sur le contenu scientifique de ce qu'elle rapporte. C'est évidemment essentiel.
mais aussi l'indépendance de l'expertise scientifique. Énormément de débats sur ces sujets-là, et une des clés de la crédibilité du dispositif, une question a été posée justement sur le lien avec les acteurs privés, qui sont des acteurs, mais en même temps, chacun doit être clairement dans son rôle, et c'est vrai que c'est extrêmement important pour une agence comme l'ANSES de savoir justement un peu décrypter les modes de fonctionnement des différents acteurs, pour ne pas en devenir même contre son gré complice. Il faut connaître effectivement et bien être en capacité que chacun joue pleinement son rôle en toute indépendance. Alors il y a eu un énorme travail de fait au niveau de l'ANSES par rapport aux collectifs d'experts qui sont réunis sur la prévention des conflits d'intérêts, sur le caractère collectif, contradictoire, pluridisciplinaire de l'expertise, sur l'apport des sciences humaines et sociales, qui est essentiel sur toute une série de sujets, et puis toujours d'assurer la pluralité des sources d'information. On est souvent interpellé parce qu'une publication est présentée comme la preuve absolue de telle ou telle vérité. Notre travail en tant qu'agence de sécurité sanitaire, c'est toujours de resituer une étude, une donnée, parmi l'ensemble du corpus qui peut être mis à disposition. C'est absolument fondamental. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les médias demandent toujours des réponses immédiates, alors que notre travail nécessite par définition un certain temps pour pouvoir le faire. Et puis, quelque chose qui a été énormément développé à l'ANSES, et je crois absolument essentiel, c'est vraiment l'ouverture aux parties prenantes. Alors l'ouverture aux parties prenantes, pas au niveau de l'expertise scientifique en elle-même, mais en amont et en aval. On a besoin d'être à l'écoute, et c'est comme ça qu'on réduit le risque de passer à côté d'un vrai sujet. On a besoin de restituer, d'expliquer. On n'est plus dans une époque où voilà, on peut apporter la vérité comme ça d'en haut. Il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir le partager, il faut pouvoir partager aussi les questionnements que nous pouvons avoir. Tout ça est essentiel. Et une des choses très intéressantes dans la création de l'ANSES a été de permettre à tous ces types de parties prenantes de pouvoir saisir directement l'ANSES d'un certain nombre de questions et du coup d'avoir une pluralité de questionnements venant des pouvoirs publics, bien sûr, mais également des différentes parties prenantes. Alors là, juste des exemples de sujets un peu compliqués à traiter sur les OGM. J'aime bien ce petit dessin de Plantu, qui était à l'époque où on avait la crise du concombre espagnol, alors qu'il n'avait rien d'espagnol et ce n'était pas non plus une question de concombre, mais c'était donc des intoxications alimentaires très graves, en particulier en Allemagne, qui avait généré 52 morts, et là qui est l'exemple même du risque aigu de la crise qu'il faut gérer, avec le sujet principal, c'est d'essayer de retrouver le plus rapidement possible la source de l'intoxication, et puis à l'inverse, un sujet qui est beaucoup plus sur du risque diffus sur le long terme. Quelles sont les conséquences de l'utilisation de nos téléphones portables, de toutes les ondes qui nous environnent? Et je trouve que c'est une belle illustration un petit peu de la dualité des sujets que nous avons à traiter. Donc les effets avérés d'un côté, les effets suspectés de l'autre, le court terme, le long terme, les différentes échelles de temps. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans une agence comme l'ANSES, c'est d'avoir ces différentes échelles de temps. C'est-à-dire à la fois, on doit réagir extrêmement rapidement par rapport à certaines situations d'urgence, mais c'est aussi, et je pense que c'est fondamental de le préserver, savoir investir dans la durée sur certains sujets sur lesquels, pour ne pas raconter n'importe quoi, il faut du temps. Il faut créer un certain nombre d'études, collecter des données, faire une expertise solide. Et je pense que c'est extrêmement important dans cette dictature un petit peu de l'urgence dans laquelle on est, de pouvoir avoir au travers de ces agences cette capacité aussi à s'inscrire dans le temps long, ce que l'on peut beaucoup plus difficilement faire au niveau de l'administration. Voilà le sujet de la santé des abeilles, avec beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Voilà cette préoccupation, voilà des maladies chroniques qui donc représentent un poids de plus en plus important. Et l'ANSES a, par rapport à ça, beaucoup de relations avec l'OMS. Je trouve que c'est un partenaire extrêmement intéressant. Je finis juste par le fait qu'une des caractéristiques aussi qui m'a pas mal marqué, je crois particulièrement en France, c'est le fait que on a vraiment beaucoup d'inquiétudes, de méfiance en France par rapport à tout ce qui est innovation, produits innovants. C'est vrai que, par exemple, les ondes électromagnétiques, qui est un vrai sujet sur lequel l'ANSES travaille beaucoup, la société attend qu'on apporte la garantie
que non seulement il n'y ait pas de problème à court terme par rapport aux expositions auxquelles on peut être soumis, mais d'apporter la garantie qu'on est totalement sûr que sur du très très long terme et de façon intergénérationnelle, il n'y aura pas de problème, qui est une demande totalement légitime au niveau de la société, mais qui évidemment est assez difficilement accessible, scientifiquement parlant. Et donc on est un peu au cœur de ces problématiques. Voilà, pour finir, peut-être 2 mots sur le fait que moi, bilan après donc à peu près 6 ans, moi je pense que l'ANSES a bien pris sa place aujourd'hui, pas seulement en France mais à l'international. Je pense clairement que ce modèle très intégratif qui est assez peu courant dans le monde, on a souvent la chaîne alimentaire d'un côté qui est très réglementée, les sujets santé-environnement, santé-travail sont souvent traités indépendamment. Je pense qu'on va dans le sens de l'histoire, et d'ailleurs dans toutes les relations internationales que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau européen ou international, beaucoup finalement d'intérêt et d'envie par rapport à ce modèle qui a été mis en place. Et je crois que c'est une agence qui est très écoutée, parfois un peu crainte, parce que justement on soulève un certain nombre de questionnements par cette approche plus globale. Et je rejoins l'intervenant précédent sur le fait, je pense qu'une des grandes difficultés, je finirai par cela, c'est de savoir prioriser les sujets. Parce que, on est bien en place, le champ de compétences est gigantesque, et donc on est en permanence confronté à une multitude de sujets qui peuvent être liés à des demandes un peu d'urgence médiatique et autres. Il y a des gros sujets, il y a une très très grande demande, et plus d'un certain côté l'agence est crédible, plus elle est sollicitée. Et je pense qu'on a effectivement dans la durée une vraie question, à savoir comment trouver les moyens de prioriser et de faire partager un peu ces priorités à l'ensemble des parties prenantes, des ministères et autres, pour éviter de se retrouver noyés et du coup de passer à côté éventuellement des plus grandes priorités. Voilà très rapidement quelques petits éléments de témoignage sur cette magnifique expérience. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir insisté sur l'indépendance de l'expertise et les fondements scientifiques de l'action des agences. Je pense que ça a été aussi présent dans l'intervention de Kevin, et c'est une des choses auxquelles les conseils scientifiques de l'INPES et de l'INVS c'est sur ce sujet que ces conseils scientifiques ont beaucoup travaillé dans les années passées et dans la dernière période, puisque c'est la clé de la crédibilité finalement de l'agence et de son efficacité pour promouvoir son message pour la santé. Donc maintenant, nous avons le temps, nous avons 7-8 minutes pour une discussion, des questions. Donc manifestez-vous de façon évidente parce qu'on vous voit pas. Ici devant. D'autres questions? J'ai déjà un micro, donc je commence. Oui, allez-y. Je sais même pas où vous Ok, êtes. merci. Oui, on nous présente toujours le tabagisme, l'alcoolisme, les comportements sexuels à risque, tout ça comme des déterminants de santé. Alors on est bien d'accord que ce sont des facteurs nocifs, que c'est mauvais pour la santé. Moi, je n'arrive pas à les considérer comme des déterminants. Pour moi, ce sont plutôt des marqueurs. C'est-à-dire que si quelqu'un fume excessivement, ou boit excessivement, ou a des comportements divers, en fait, où se trouvent les déterminants et comment peut-on aller travailler sur les déterminants qui vont provoquer ces atteintes, finalement ces atteintes à soi par les personnes elles-mêmes. À ce qui me semble, il n'y a que l'expertise d'usage énoncée par ces personnes elles-mêmes qui peut permettre de travailler sur ces questions. C'est un point particulier qui est autre que ce qui nous a été présenté sur les exposomes, la pollution chimique et autres, mais c'est une chose qui me semble très déterminante de pouvoir travailler avec les gens eux-mêmes et que ce soit eux qui expriment la façon dont ils ressentent leurs conditions de vie et comment ces conditions de vie peuvent les amener à avoir certains comportements. Parce que si on arrive, par un bon travail de prévention, à faire baisser le tabagisme, on risque fort de faire disparaître un marqueur, mais qu'il réapparaisse ailleurs. Qu'il réapparaisse ailleurs sous une autre forme. Donc voilà. Vous avez exprimé un point de vue, vous n'avez pas une question particulière? Alors,
Patrick ? Lors de la dernière crise des inondations, la ministre de l'Environnement a souhaité classer rouge un département alors que les indicateurs ne le justifiaient pas. Quelle est votre indépendance par rapport au pouvoir politique ? Alors, d'abord, on n'est pas sur le même sujet, puisque là, ce n'est pas une agence. Hein, c'est les services du ministère de l'Environnement. Effectivement, donc, il y a des vigilances qui sont basées sur un certain nombre de critères. La ministre, et moi je l'ai vécu en direct, hein, a effectivement vécu Xynthia en particulier, et s'est spontanément alerté de la conjonction, hein, là c'est il y a 3 jours, de la crue de la Seine qui allait arriver vers Laval, hein, vers Rouen, des très hautes marées, parce qu'il y a des forts coefficients de marée, et troisièmement, des possibilités éventuellement d'orage. Voilà. Ça l'a fait réagir. Moi, je ne suis pas choqué dès lors que c'est assumé et que c'est transparent, et ça a été le cas, hein, elle l'a clairement assumé, qu'elle considère que c'était de sa responsabilité, elle a appelé le préfet, hein, la préfète avant, hein, d'alerter tout particulièrement parce qu'il pourrait y avoir un risque. Et je trouve que c'est quand même pas inintéressant comme exemple, même s'il n'y a pas eu de sujet particulier, mais c'est pas inintéressant parce qu'on a des vigilances, alors je suis sur un autre sujet, hein, vigilance orage, on a des vigilances crues, mais quand il y a la conjonction de plusieurs phénomènes qui peuvent arriver en même temps, que l'un comme l'autre peuvent être en orange par exemple, il n'est pas inintéressant de se poser la question, même si les textes ne le disent pas, que la conjonction des deux peut conduire éventuellement à une situation particulière. Je ne suis pas là hein, pour juger que c'était une bonne décision ou pas une bonne décision, mais en tout cas, je trouve que votre question illustre bien toute l'articulation entre le travail dit scientifique et éventuellement la responsabilité politique de la mobilisation des équipes. Et moi, encore une fois, si c'est fait en toute transparence, ça ne me choque pas. Et typiquement, quand j'étais directeur général de l'ANSES, le fait que les ministères puissent prendre des décisions qui ne sont pas strictement conformes à ce qui ressort naturellement hein, du travail de l'ANSES ne me choque absolument pas. Chacun son rôle, et quand il y a des incertitudes, on est typiquement dans ce genre de sujet, c'est, à mon avis, effectivement, la responsabilité du politique de savoir les prendre en compte d'une façon ou d'une autre, et c'est parfois bien difficile hein, de basculer dans un sens ou dans l'autre. Je trouve que c'est important, à condition, encore une fois, que ça soit pleinement assumé pour éviter, en tout cas, qu'il y ait de la confusion et que ça puisse décrédibiliser le travail scientifique. Ça, c'est important. Jean-Claude Desenclos. Jean-Claude Desenclos, Santé publique France. Merci Marc pour cette présentation très brillante. Kevin a beaucoup insisté sur l'interaction avec le niveau local et l'action au plus près des territoires. François l'a mentionné dans son introduction, je pense qu'il va revenir. On a eu la chance de pouvoir transformer l'existence des délégations en région des CIR. Comment vois-tu cet aspect-là dans l'histoire de la transformation des deux agences en ANSES et quelle est ta réflexion éventuelle par rapport à ça ? Moi, ma réflexion, c'est que je pense que ça peut être une difficulté pour l'ANSES de ne pas avoir de présence sur le terrain. Hein, c'est clairement, voilà, on fournit des documents qui sont évidemment mis à disposition de tout le monde, mais on n'a pas cette présence sur le terrain. Et moi, quand je vois, par exemple, sur le problème des produits phytosanitaires, qui est un des grands sujets hein, pour l'agence aujourd'hui, qui a pleinement la responsabilité de cette gestion, on voit bien qu'une des grandes problématiques, c'est pas seulement d'autoriser ou d'interdire les produits, c'est comment ils sont utilisés. Hein. Et ça, une agence comme l'ANSES est quand même très, très démunie hein, sur la façon d'agir pour essayer de réguler hein, l'utilisation des produits sur le terrain, parce que ce n'est pas son rôle et n'en a pas vraiment les moyens, et que du coup, ça ramène à un débat qui est peut-être un peu trop primaire et caricatural, d'autoriser ou d'interdire. On le voit là aujourd'hui sur le glyphosate, hein, on a un grand débat au niveau européen, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un produit qui est excessivement utilisé et dans des pratiques qui posent question, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, c'est une des principales sources quand même de pollution des cours d'eau et puis qui conduit à des conséquences aussi au niveau de l'entretien des terres, etc. Et en même temps, bon, de complètement l'interdire va poser des problèmes parce que bah, c'est quoi les alternatives, c'est pas forcément mieux. Mais voilà, c'est un peu la conséquence de cette difficulté à agir
sur le terrain pour voir comment davantage réguler l'utilisation. Donc je pense que ça c'est une bonne question et que pour le coup, nous comptons, enfin nous, ce n'est plus moi, mais disons, je pense que les très bonnes relations entre l'ANSES et Santé publique France sont extrêmement importantes pour s'appuyer, hein, puisque les relations sont très étroites, aussi sur le réseau hein, de Santé publique France, parce que je pense que l'ANSES en aura besoin. Voilà. Merci. Une dernière question là-haut. Merci. Bonjour, Robin Manessian, interne en santé publique. J'ai une question pour professeur Bourdillon et Fenton. La e-santé aura-t-elle une place à Santé publique France et a-t-elle déjà une place à Public Health England? Merci. Ce sera après. Bon, François répondra après. Kevin? So thank you. So prevention is at the core of our agency in Public Health England. And this is the first time in a national public health agency that we've been able to have prevention being at the core, because the previous agency, the Health Protection Agency, really focused on infectious diseases, chemicals, radiations, and biological hazards. And prevention was previously done by the Department of Health and by local partners. So with the creation of Public Health England, we have brought the prevention expertise into the agency, and we've also brought our expertise on addressing health inequalities in the agency as well. So my work in prevention, for example, covers dealing with the behavioral risk factors which are driving chronic diseases. It deals with the social and structural determinants which are influencing those risk factors. So I work on housing, I work on the built environment, I work with the Department of Education on educational standards and healthy schools, etc. And we also work with the NHS to do clinical preventive services, for example, screening, vaccinations, etc. So prevention and the prevention narrative is important. And then the only final thing to say is that we're doing a lot of work on the return on investment and the economics of prevention, because our partners locally and our partners nationally have asked us to do work to make the case, the economic case for prevention. Non, là, je suis désolé, il faut qu'on passe à la suite maintenant. On verra un petit peu de discussion générale à la fin si on a encore un peu le temps. Donc, je passe la parole à François Bourdillon, qui est le directeur général de Santé publique France, qui va nous présenter la création. Enfin, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais voilà, je te redonne la parole. Merci Jean. Donc, je vais essayer de compléter le discours d'ouverture avec quelques impressions personnelles après 20 mois de préfiguration. Dire que je suis un peu sur le modèle de l'ANSES. C'est vrai que nous avions une agence à Saint-Maurice, assez près de celle de Charenton, l'ANSES, en plus avec un directeur général adjoint, Martial Mettendorf, qui a fait la fusion avec Marc Mortureux du côté ANSES, et puis qui était à mes côtés pour faire celle de Santé publique France. Alors moi, ma chance, c'est que j'ai eu 20 mois pour faire cette fusion. Alors il y a ceux qui ont considéré que c'était un temps court, ceux qui ont considéré que c'était un temps long. Bien sûr, on a tout dans une agence, mais honnêtement, à un moment, pour n'importe quelle agence, se poser, de faire un diagnostic de l'existant, de s'interroger sur les priorités, de s'interroger sur comment moderniser l'agence, de se dire quels sont les grands objectifs, c'est toujours un moment crucial et c'est toujours un moment fort parce que ça permet de remettre les institutions sur le droit chemin, puisque souvent elles peuvent vieillir. Alors je voudrais, pour commencer, dire qu'une des plus grandes difficultés dans le travail de fusion, c'est de gérer l'aigu par rapport au moyen terme. Et en l'occurrence, la question de pouvoir se poser et de réfléchir sur une structuration solide, de permettre à l'institution de s'inscrire dans la durée,
il faut pouvoir le gérer avec les crises aiguës. Et en 20 mois, nous n'avons pas arrêté une seule fois d'être en urgence. Ça a commencé avec Ebola, ça a suivi avec l'épidémie de grippe 2015 qui a été pour nous, alors à l'époque à l'INVS, comme un véritable cauchemar avec un excès de mortalité de 18 500 personnes. On a suivi avec une deuxième épisode de canicule, 3 épisodes de canicule dans l'été. Puis il y a eu l'épisode récent de Zika qui lui-même faisait suite à des épisodes de chikungunya et de dengue. Et il faut comprendre que nos agences de sécurité sanitaire sont en permanence sur le pont et qu'en permanence, nous devons nous organiser pour répondre aux urgences et que dans le même temps, il faut que nous travaillions sur un plan chronique. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que quand je suis arrivé en août 2014 à l'INVS et que j'ai commencé à faire l'état des lieux de la maison, ma grande surprise a été de voir que globalement les efforts financiers, les efforts en personnel, il avait été extrêmement important. Je rappelle, en 5 ans, c'était moins 65 ETP et c'était moins 85 millions. Et donc je suis arrivé avec un peu la vision, mais finalement l'effort financier et en emploi, il a déjà été fait et on me demande de faire une nouvelle fusion. Et la ministre, à l'époque, m'a rassuré en me disant que son objectif principal, c'était de pouvoir créer une agence au même titre que je l'ai dit tout à l'heure que les CDC d'Atlanta et le Public Health England, que notre objectif, c'était la construction du fameux continuum entre les missions de l'INPES, de l'INVS et de l'EPRUS. C'était clairement de donner un nouvel élan à la prévention et à la promotion de la santé et de trouver en particulier, j'y reviendrai là-dessus, la bonne articulation entre l'expertise et l'action de terrain entre le national et le régional. C'était de moderniser nos approches en matière de surveillance et en matière de prévention en prenant le tournant du numérique. Et c'était aussi, c'était la commande de la ministre, de créer une agence d'expertise. Car il faut que vous compreniez que la NSM, que la HAS, que l'ANSES sont des agences d'expertise et que la particularité de l'INPES et de l'INVS, c'est de ne pas être organisé en matière d'expertise. Il n'y a pas de comité d'experts, il y a des comités d'interface, mais il n'y a pas de comité d'experts. Et je pense essentiellement du fait même que de l'existence d'un haut conseil de la santé publique. Alors, 18 mois ou 20 mois de préfiguration, le travail tel que nous avons réalisé, c'était d'abord de faire un diagnostic de l'existant, et Marc Mortureux l'a très bien dit, l'objectif c'est de donner du sens, c'est de créer une culture commune, c'est de lever des freins, et c'est d'anticiper l'avenir. Alors le diagnostic de l'existant, la difficulté que l'on a rencontrée, c'est de se dire que finalement, on avait dans les 3 établissements, voire dans les 4, mais le diagnostic il a été fait sur les 3 premiers établissements, c'est qu'on avait en face des communautés de travail très fortement différenciées. C'est-à-dire que pas les mêmes cultures. En gros, on a plutôt des scientifiques à l'INVS, plutôt des gens des sciences sociales, même si on a quelques scientifiques au niveau de l'INPES, et plutôt des logisticiens au niveau de l'EPRUS, avec des interactions, des coopérations, des partenariats extrêmement différenciés. Et donc il a fallu travailler avec tout le monde, et on a opté pour des groupes de travail mixtes pour faire d'essayer de construire tout ensemble, dans une logique très participative, cette maison. Et on a mobilisé à peu près 200 agents qui ont fait des rapports et qui ont fait des groupes de travail qui nous ont permis de construire la nouvelle agence. Alors, dans nos modalités de travail,
nous avons voulu travailler sur la question des valeurs, sur la question des principes fondateurs, sur la question de la gouvernance, sur la question de la programmation, pour terminer sur la question de l'organisation. Et nous avons été extrêmement attentifs de ne pas vouloir faire tout de suite un organigramme et de pouvoir construire structurellement la nouvelle agence. Alors, le diagnostic sociologique qui a été fait par des sociologues, il nous a beaucoup appris. Il nous a beaucoup appris parce qu'il nous a fait passer un certain nombre de messages. D'abord, il a dit que le point le plus commun et celui qui relevait plus des trois établissements, c'était le sens de l'intérêt général. C'est très important pour une structure publique. C'est très important lorsque on est dans la problématique de perte de confiance vis-à-vis des institutions publiques, a souligné Marc Portureux, de se construire dans une logique service public. Et puis, il y avait la question derrière de sortir de notre tour d'ivoire, c'était le constat du diagnostic sociologique, et de nous ouvrir vers la société, d'être en prise littéralement avec notre temps. Nous avons défini nos principes fondateurs. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, puisque maintenant, l'ensemble des agents de Santé publique France s'y reconnaissent. L'excellence scientifique. L'excellence scientifique, il ne faut pas que la parole de Santé publique France, dans son expertise, puisse être mise en doute, et c'est extrêmement important de pouvoir l'affirmer. Et donc, on a besoin d'un directeur scientifique, on a besoin d'une animation scientifique, on a besoin du temps pour pouvoir faire de la science dans ce domaine-là. Et bien entendu, très lié à cette question de l'excellence scientifique, on a la question de l'indépendance et de la transparence de toutes nos productions et avis qui vont sortir. Alors pour l'instant, on est plutôt à des rapports et à des études. Demain, ce sera de véritables expertises, une fois qu'on aura construit l'expertise dans notre société. Principe fondateur très affirmé dans le rapport de préfiguration, l'ouverture vers la société civile, d'être en capacité sur des controverses de pouvoir travailler avec les parties prenantes. Et aujourd'hui, si je prends des travaux un peu inhabituels de Santé publique France, si je prends les travaux sur l'impact des attentats de janvier 2015 en termes de santé mentale, on voit bien que tout le travail des épidémiologiques pour mesurer le trauma qui a pu impacter tous ceux qui ont été témoins et victimes de ces attentats a pu être partagé avec les associations de victimes, a pu être partagé avec les professionnels du secours, qu'ils soient policiers, pompiers ou soignants, et que c'était extrêmement important. Et je veux dire que ce partage de nos travaux épidémiologiques vers la société civile était extrêmement important. C'est dans Le Monde de ce soir, vous verrez les résultats de cette très belle étude qui a été menée avec l'ARS Île-de-France dans un très bon esprit de collaboration. Je pourrais dire la même chose en santé sexuelle. Aujourd'hui, la construction de la prévention diversifiée, qu'elle soit en direction des toxicomanes ou qu'elle soit en direction des ASSH, elle se fait avec les parties prenantes, elle se fait avec les communautés concernées, en tout cas avec les catégories sociales concernées, et c'est extrêmement important parce qu'il nous faut pouvoir construire des messages de prévention qui impactent les personnes cibles dans ce domaine. La même chose pour les sites et les sols pollués. On a fait énormément d'investigations sur les sites aux sols pollués. On en a fait 100 en 5 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on est dans un pays où on a des friches industrielles extrêmement importantes. Et pour vous montrer qu'on doit travailler de manière très proche avec l'ANSES et que probablement les CIR, nos délégations territoriales, sont extrêmement importantes. Et bien pour la première fois, il y a quelques mois, avec le préfet du Gard, avec les riverains, nous avons rendu les résultats, nous avons discuté des résultats et des attentes, et ça, c'est crucial et c'est fondamental. On fait la même chose avec le programme national de réduction du tabagisme, où les parties prenantes sont présentes de manière à pouvoir discuter avec les uns et les autres. Donc c'est une vraie marque de fabrique de Santé publique France. L'autre marque de fabrique dans nos principes fondateurs,
c'est la territorialité. On a beaucoup insisté auprès de la ministre, auprès de la Direction générale de la santé, sur le besoin indispensable d'être présent sur l'ensemble des régions françaises, avec des équipes qui sont entre 8 et 12, parce qu'on a professionnalisé l'épidémiologie, et parce que aussi, toutes les alertes, tous les signalements, eh bien, ils viennent des régions. Elles viennent des régions, elles viennent de situations locales, et que nous aurions été aveugles si nous n'avions pas eu des épidémiologistes sur place, et qu'il était indispensable que l'on puisse être présent sur l'ensemble du territoire. Et je suis persuadé que les épidémiologistes de demain rendront service aux autres agences sanitaires lorsqu'il y aura des besoins dans ce domaine-là. Et puis, dans la territorialité, il y avait la question des Outre-mer, auquel je suis extrêmement attaché. Je l'ai dit dans mon discours inaugural. Il y a des très fortes inégalités sociales de santé dans ces territoires français. Il nous faut y remédier et nous avons souhaité renforcer nos équipes sur place pour pouvoir faire face à la fois aux signaux d'alerte, c'est des zones tropicales, toutes les émergentes, elles viennent soit de l'océan Indien, soit des Caraïbes, et pour pouvoir trouver avec les agences régionales de santé des réponses, voire trouver des nouveaux types de structuration. Et on construit aujourd'hui un programme de formation à destination des parties prenantes à La Réunion en matière de prévention, promotion de la santé. Notre principe, c'est le fonctionnement en réseau. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Santé publique France est une agence avec 625 personnes, c'est beaucoup, mais c'est moitié moins que l'ANSM, c'est moitié moins que l'ANSES, et que nous avons besoin, pour pouvoir travailler, de nous appuyer sur nos partenaires épidémiologistes, que ce soit les ORS ou les autres chercheurs INSERM, sur les biologistes qui font des tests, mais aussi on a besoin en matière de prévention, promotion de la santé, de pouvoir nous appuyer sur l'ensemble des acteurs. On doit construire le réseau national de santé publique et sans nos partenaires, nous ne pourrons pas demain agir. Le partenariat, il est aussi renouvelé avec, je dirais, l'échelon de l'État, qu'il soit déconcentré avec les ARS, et on a beaucoup travaillé avec les directeurs généraux d'ARS pour trouver, notamment en matière de prévention, quelles sont nos articulations. Et très clairement, notre direction de la prévention et de la promotion de la santé doit être une prévention, doit être une direction d'expertise, en capacité de faire de la méthode, en capacité de faire de la référentielle, en capacité d'identifier les actions innovantes, en capacité de les évaluer, en capacité d'en faire le plaidoyer, et c'est extrêmement important, mais nous ne pouvons pas, à 70 personnes dans la direction de la prévention, imaginer qu'on va pouvoir travailler sur l'ensemble du territoire, et donc on a besoin d'avoir des structures de financement en région que sont les ARS avec leur politique régionale de santé, et on a besoin d'avoir des articulations avec les collectivités territoriales qui sont des grands acteurs de la prévention, promotion de la santé, et bien entendu de tout le tissu social associatif qui est un acteur extrêmement important. Et puis, on a ce qu'on a appelé le respect de l'éthique de l'action, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en capacité d'anticiper, que nous soyons réactifs, que nous soyons fiables. Il ne faut pas que nous puissions trop alerter et crier au loup au risque de ne plus nous écouter, et à la fois, on n'a pas le droit de passer à côté d'une alerte. Et donc la création de nos valeurs, la création de nos principes fondateurs, ça a été pour nous extrêmement structurant. Et on a essayé de faire passer ces principes et des valeurs dans la construction de nos instances qui sont en cours de constitution, et j'espère que nous aurons bientôt un conseil d'administration, un conseil scientifique, un comité d'éthique et de déontologie et un comité d'ouverture et de dialogue. C'est la première fois qu'il y aura un tel comité dans une agence sanitaire. Alors bien sûr, derrière ça, il y a de vrais enjeux que l'on a bien identifiés. Alors, le premier enjeu, c'est de construire une structure d'expertise. On va y aller doucement, mais sérieusement. On va faire, j'espère, cette année, 3 comités d'experts. Un dans le champ de la santé-environnement, parce que la question des sites et sols pollués, elle est extrêmement aiguë.
Un, dans le champ de la prévention, promotion de la santé, et on aimerait bien commencer sur les questions d'alcool, parce que notre politique en matière d'alcool, elle reste à construire, et je crois que nous avons besoin de repères dans ce champ, et en tout cas même des repères de consommation dans ce champ, et un comité d'expertise pour gérer les urgences sanitaires et les besoins en médicaments et en vaccins on aurait besoin en cas de situation sanitaire exceptionnelle. On a besoin, dans nos enjeux, de rentrer dans une logique d'efficacité de la prévention. Il nous faut absolument utiliser au mieux l'argent public est de plus en plus rare pour pouvoir développer des actions probantes. Et ce que je disais tout à l'heure sur Moi sans tabac, c'est quand même un travail issu du Public Health England que l'on a bien évalué en Angleterre et que l'on adapte dans un contexte français. On se donne de très fortes capacités d'évaluation et on espère que cette nouvelle stratégie qui associe du marketing social, qui associe une articulation entre le national et le régional, puisse donner ses fruits et qu'enfin, dans notre pays, on puisse réduire la consommation de tabac. Je rappelle qu'on est à 18% en Angleterre et qu'on est à 33% en France et qu'on va devenir les très mauvais élèves de la France, alors qu'on a tous les outils législatifs et que, dorénavant, on a une ambition très forte portée par la ministre de la Santé d'agir dans ce domaine. L'année 2016 sera probablement l'année tabac entre le paquet neutre et la nouvelle stratégie qui est développée. Ce sont deux actions majeures dans notre domaine. Il y a le passage du numérique, et j'en profite pour répondre à la question de e-santé. Le passage du numérique, il est extrêmement important. Travailler avec les objets connectés, c'est pour nous fondamental. Et je dois dire qu'on est très fiers dans la direction de la prévention de la nouvelle appli Tabac Info Service pour arrêter de fumer, c'est du e-coaching, 500 000 téléchargements, une efficacité par essai randomisé évaluée à 29% pour ceux qui font l'ensemble du programme, 260 000 l'ont fait. C'est une pépite, on est en train de faire la même chose pour l'activité physique et on va continuer dans ce change. Voilà, c'est une des applications de la e-santé. Il y en a plein d'autres. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de des immenses bases de données qui peuvent nous éclairer sur les comportements ou la santé des Français. Nous y réfléchirons. En tout cas, c'est clairement un axe stratégique de la maison. Et puis, bien entendu, on a plein d'autres éléments qui sont à souligner. Je l'ai dit tout à l'heure, les big data, j'ai dit la régionalisation des données. Ce n'est pas possible aujourd'hui que les régions, les directeurs régionaux de la santé qui construisent leurs programmes régionaux de santé n'aient pas des données harmonisées, comparables sur l'ensemble du territoire et en fonction de leurs demandes. Et on travaille beaucoup avec eux et en complémentarité avec les ORS pour pouvoir faire ce type d'éléments. On travaille sur la question des open data, avec la loi de modernisation du système de santé, car nous disposons de véritables mines d'informations qui peuvent être destinées aux chercheurs, et on travaille très en lien avec la recherche, de manière à pouvoir utiliser au plus près des connaissances en matière de recherche, je ne sais pas, sur les modélisations pour pouvoir les utiliser en matière de surveillance, mais de même, on a besoin d'avoir de la recherche interventionnelle en prévention, promotion de la santé, qui puisse être très vite transférée en matière d'action lorsqu'elle est utile. Voilà ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, j'en ai parlé tout à l'heure, nos 5 axes de programmation. On veut des programmes de travail qui soient lisibles par tout le monde, compréhensibles par tout le monde, par le grand public, par les professionnels de santé, par la ministre de la Santé, de manière à ce que notre agence soit l'agence de la santé des populations et que l'ensemble des agents de Santé publique France agissent pour la santé de tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour toute cette présentation, ces explications. Des questions dans la salle, peut-être? Oui. Bonjour.
Bonjour, Daniel Alstein, Santé publique France. Je peux commencer ? Oui, vas-y. Oui, Daniel Alstein, Santé publique France. Je profite de la présentation de François Bourdillon pour réagir en fait à une intervention qui a lieu après celle de Marc Mortureux au sujet du tabac. Je voulais simplement dire, je trouvais un petit peu dur quand même de considérer que le tabac et donc l'alcool étaient juste des indicateurs, sont quand même des indicateurs qui tuent. Et je pense qu'ils effectivement font beaucoup de dégâts au niveau de la santé. Et donc je pense qu'il faut les considérer au-delà de leur rôle d'indicateurs, qui sont certainement comme de véritables fléaux et des déterminants. Par contre, je pense que ce qui a été évoqué derrière cette question ou cette affirmation, c'est que ça n'est pas le seul déterminant. C'est qu'il y a des déterminants qui sont antérieurs à la consommation de tabac et à la consommation d'alcool, et qu'il faut effectivement prendre en considération, et je pense aux grands déterminants socio-économiques, je pense que c'est ça que vous vouliez évoquer. Alors, sachez que, enfin, je parle sous le contrôle de mon directeur général, mais sachez que nous sommes absolument très, très intéressés et très inquiets d'ailleurs du rôle de ces grands déterminants sur ces déterminants intermédiaires que sont les comportements et notamment le tabagisme, et que nous y intéressons en tout cas pour la connaissance de la consommation de tabac notamment. Je terminerai simplement en disant que par contre, me semble-t-il, le rôle de l'agence, au-delà de la compréhension de ces fonctionnements de déterminants, elle est là aussi pour prévenir, et qu'il est de notre rôle de savoir aider le décideur à trouver ce qu'il faut pour lutter contre ces déterminants intermédiaires, que sont encore le tabac et l'alcool, mais peut-être un peu moins de dire aux décideurs ce qu'il faut faire pour traiter, on va dire, les grandes causes socio-économiques, même si on peut l'alerter sur ces grandes causes-là. Merci. Donc il n'y a pas de questions. Oui, c'est ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas de questions. Il y a quelqu'un devant là qui... Non, là devant, s'il vous plaît. Parce que ça fait longtemps que la personne demande et voilà. Non. Merci. J'ai un micro. Ben oui, mais ce n'est pas une raison tout à fait pour ne pas passer la parole à quelqu'un de devant qui l'a demandé depuis longtemps. Merci. Je suis désolée. Bonjour, merci. Charlotte Marchandise, présidente du réseau Ville Santé de l'OMS et adjointe à la maire de Rennes. Merci pour vos présentations. Moi, j'ai une vraie question. On parle beaucoup du niveau local, mais de façon un peu descendante jusqu'à présent, enfin en tout cas en tant que collectivité, il me semble, sur au fond, voilà, on va vous donner des outils, etc. Comment on peut être force de proposition? Comment, alors on le travaille, hein, c'est une question large puisqu'on le travaille avec l'INPES et maintenant Santé publique France, mais comment, y compris au niveau des données, on ne fait pas une usine à gaz dans laquelle on ne pourra jamais produire nos données parce qu'on ne les produit pas de cette sorte, que nous, localement, on fait des rapports PDF, soyons clairs. Comment cette démarche, cette réflexion, elle nous amène à créer des outils qui vont outiller localement pour justement avoir les bons indicateurs, pour justement être dans des logiques de recherche-action et avoir au fond cet enjeu numérique qui soit une aide pour aller vers plus d'éthique, plus de protection des données et plus d'efficience et de connaissance entre nous. Vous avez commencé à le dire, François, sur la question d'harmoniser les bases. S'il vous plaît, faisons-le ensemble en partant de la façon dont nous produisons les données localement. Merci. Oui, donc voilà. Donc, ce que je disais, on a besoin de travailler avec nos partenaires. On a besoin que les réseaux Ville OMS soient dans le réseau national de santé publique. On a besoin que vous puissiez nous exprimer vos besoins. On a besoin que vous puissiez nous faire part de vos savoir-faire qui sont particulièrement opérants. Et donc, on a besoin d'espaces de rencontres, d'échanges permanents, de manière à pouvoir trouver mutuellement des réponses. Après, on le transformera en expertise, après, on le transformera en plaidoyer avec vous, parce que vous avez aussi de grandes capacités de plaidoyer. Et donc, c'est cette confiance qu'il nous faut, sur laquelle il nous faut travailler ensemble.
Edouard Stack, je vous professionnel redonne de la la parole. santé. Essayez de Oui. faire des questions. Je ne dis pas ça pour Oui, vous oui. spécialement, Edouard des Stack, questions courtes. professionnel de la santé, consultant d'entreprise, en complément des actions de prévention, sensibilisation aux risques, pathologies ou risques externes. Est-ce qu'il est prévu un renforcement des programmes d'éducation à la santé qui permettent aux populations d'expérimenter des alternatives pour bien se porter? Le document fait par l'INPS pour les scolaires sur la prévention du tabac ne leur apprend pas à respirer, à créer un état de bien-être, à se porter mieux. C'est une attente très forte des élèves, des professeurs. Je suis intervenu avec le conseil général, le conseil régional de région Centre pour Sens, établissement scolaire de la région Centre. Ça n'est pas encore des programmes impulsés par la santé publique. On a un énorme besoin de mobiliser les professionnels pour devenir plus, comme demain matin, des acteurs de la santé publique et des éducateurs de la santé, pas seulement des préventeurs. Est-ce que c'est prévu dans les orientations de la nouvelle agence ? Oui, merci de cette question, monsieur. Alors, d'abord, on ne veut pas communiquer que sur le risque, on veut communiquer aussi sur la qualité de vie et sur des éléments positifs. Et vous verrez cette année, la campagne du 31 mai sur le tabac, elle est sur les risques. La deuxième, elle sera sur les comportements positifs, et c'est extrêmement important. Après, en termes d'éducation pour la santé, il faut qu'on arrive à travailler dès le plus jeune âge, parce qu'on a besoin d'investir pour les jeunes, pour pas qu'ils rentrent dans l'alcool, le tabac, qu'ils maîtrisent leur comportement. Il faut qu'on arrive à donner de l'autonomie, il faut que ça soit qu'on leur donne des compétences psychosociales qui soient fortes dans ce champ. Dans la loi de modernisation de santé, il y a ce qu'on appelle le parcours éducatif en santé, sur lequel nous allons travailler. Et très clairement, s'il faut qu'on travaille sur les messages, ceux qui seront les relais de ces messages, c'est clairement les enseignants, parce qu'ils ont la compétence pédagogique, parce qu'il faut qu'on leur donne les moyens, et parce qu'ils sont un formidable relais à travers l'école pour pouvoir faire passer les messages, de même que d'ailleurs les familles le sont. Il y a une question là et deux autres devant. Je propose qu'on les groupe et puis une réponse globale. Voilà. Oui, bonjour, je suis professionnelle, je suis là, de la promotion de la santé en Guyane. Donc je me réjouis de l'annonce de programmes dédiés pour les Outre-mer. J'aurais aimé avoir plus d'informations sur, si vous en avez, sur les moyens et les renforts que l'agence souhaite apporter pour ces Outre-mer. Donc j'ai bien vu pour la question du Zika, les renforts EPRUS, etc. Maintenant, durablement, comment ça va se passer, et notamment en promotion de la santé. Béatrice Anne Baratchar, je suis conseillère médicale à l'Agence régionale de santé à LPC. Je crois que ce qu'il y avait derrière cette question de déterminants, d'indicateurs et de relativisation en quelque sorte des déterminants, c'était aussi la subsidiarité entre déterminants. Vous guérissez du tabac et vous vous vengez sur le sucre et ainsi de suite à l'infini, ce qui rendra d'autant plus difficile l'évaluation des résultats des programmes et actions menées. Bonjour, je travaille dans une collectivité territoriale dans le milieu de la petite enfance et j'ai travaillé de nombreuses années dans le milieu hospitalier. Et je voulais aborder deux choses, notamment l'importance de la santé dans le milieu du travail. Personnellement, je trouve que la médecine du travail, c'est un petit, pour moi, elle n'a pas forcément tout le temps une bonne image. Et notamment là, dans la collectivité où je travaille, je constate que la médecine du travail n'est pas très bien représentée. Donc ils gèrent simplement les urgences ou les reclassements, etc. Et toute la prévention, elle est vraiment mise de côté. Par rapport à l'alimentation, on parlait des programmes d'alimentation. Donc il y a eu un groupe d'études qui avait mis des recommandations en place, notamment la dernière, je crois que c'est de juillet 2013, où voilà, il y a toutes les recommandations qu'on met en place justement nous-mêmes au niveau de la petite enfance. Et paradoxalement, il y a des choses qui me choquent ou qui me questionnent, notamment
Bon, pour le sucre, etc., qu'on nous dit voilà, de faire attention. Et paradoxalement, les personnes, quand elles sont chez elles, la France, par exemple, a autorisé l'accessibilité aux boissons énergisantes, voilà, taurine, etc. J'aurais été satisfaite que la France n'accepte pas ça. Et voilà, donc on nous dit de faire attention au sucre, etc. Et ben voilà, c'est sans donner de marque spécifique, mais il y a la promotion de tout ça. Donc c'est un peu dommage. Bonjour, Jérôme André, je suis le directeur d'HF Prévention. Je voudrais revenir sur la e-santé. J'ai bien entendu que l'agence avait créé, bien entendu, donc une application sur le tabac et se préparait à créer d'autres applications. Nous sommes nous-mêmes créateurs de l'application TUP pour trouver des préservatifs et des lieux de dépistage partout en France. Aujourd'hui, 130 000 utilisateurs réguliers. Je voudrais savoir si effectivement l'agence a prévu à terme, dans la jungle des applications, de créer une sorte de label qui permettrait effectivement, même si l'agence n'a pas créé l'application TUP, ça permettrait effectivement aussi de pouvoir donc généraliser l'espace donc média et de promotion de cette application qui remplit des conditions donc notamment sur le champ de la santé sexuelle et qui en fait aujourd'hui le portail numéro 1 et qui pour le coup mériterait tout de même d'avoir un coup de pouce de l'État au-delà des médias qui nous ont offert donc des espaces de publicité notamment grâce au soutien donc du fonds médiatique qui est fait pour ça dans le cadre des grandes causes. Merci. Je vous propose de repasser la parole à François Bourdillon après ces questions et puis peut-être aux autres intervenants aussi s'ils souhaitent dire quelque chose. Alors, la santé en Outre-mer, bien sûr, c'est une de nos priorités, d'autant plus importante qu'on a eu un rapport de la Cour des comptes extrêmement structurant, qu'il a été annoncé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, une stratégie de santé Outre-mer par à la fois Marisol Touraine et Madame Paul Angevin, pardon, Georges Paul Angevin, excusez-moi, qui est extrêmement importante. Et donc, sur l'outre-mer, on a l'ensemble de la maison qui doit pouvoir travailler. Et donc, on voit bien qu'on a des épidémiologistes qui travaillent et qui sont en situation de pouvoir investiguer, de pouvoir surveiller, de pouvoir lancer les alertes pour les nouvelles émergences. On a la réserve sanitaire qui est mobilisée sur les 5 départements. Et donc la question qu'on a posée aux directeurs généraux d'ARS, c'est comment travailler avec eux en matière de prévention, promotion de la santé, pour pouvoir les soutenir et pour pouvoir les aider. Donc la première démarche, c'est la réunion pour laquelle on a un programme de formation qui est en cours de structuration et pour lequel on va donner une réponse. On voit que dans d'autres ARS, on nous a demandé de travailler très en lien avec la direction de la santé publique en charge de la prévention et promotion de la santé pour essayer de trouver des priorités et de travailler ensemble dans ce champ tout en respectant la subsidiarité qui est celle des ARS qui ont la responsabilité de la politique de prise en charge. Et donc c'est cette alchimie-là qu'il faut que nous arrivions à trouver. La ligne de partage, elle est quand même, quand c'est une action nationale, Santé publique France peut la financer. Quand c'est une action régionale, il faut que ce soit l'Agence régionale de la santé qui la finance. C'est extrêmement important. Par contre, on peut travailler sur des partenariats et des méthodes et des référentiels communs. Après, il y a d'autres aspects. On peut imaginer la question des prostituées ou des populations très précaires qui sont très orphelines sur lesquelles on peut intervenir de manière ciblée. Alors, la question de la petite enfance et de la santé au travail. D'abord, la question de la petite enfance, c'est un champ qui est très réinvesti en ce moment au niveau de Santé publique France, qu'on a créé une unité mère et petite enfance de manière à pouvoir embrasser l'ensemble du champ. Il faut que vous sachiez, madame, qu'on a une direction santé-travail extrêmement forte, extrêmement puissante, dont l'objectif est de lui faire embrasser
un certain nombre de champs de la prévention, en sachant que quand même il y a une structure publique qui s'appelle parapublique, qui s'appelle l'INRS, qui est financée de manière paritaire, qui a en charge la protection des travailleurs, mais on essaye de voir à travers tous nos réseaux sur quoi on peut travailler dans ce champ. Je vais laisser après sur les boissons énergisantes Marc Mortureux répondre. Et quant à la question sur la labellisation des applications santé, sachez qu'on a fait une labellisation de la téléphonie santé, qui est pour l'instant très appréciée et très utile. Peut-être que c'est une voie opérante pour demain de dire qu'il pourrait y avoir des cahiers des charges qui permettraient d'avoir un label santé des pouvoirs publics. On n'en est pas encore là, mais ça fait partie des éléments de réflexion. Par ailleurs, la ministre de la Santé promeut un système public d'information en santé parce qu'on a besoin de référencer nos sites Internet au-delà de HON code à des bons niveaux. Aujourd'hui, vous faites vaccin, vous tombez sur les antivaccinaux. Il faut que le premier site référencé soit absolument le site public de la vaccination. Et il en va de même pour un certain nombre de sujets de santé, en santé primaire, en santé secondaire ou tertiaire. Il faut que le système public d'information soit référencé au top sur Google ou tout autre moteur de recherche. Je laisse Marc Mortureux répondre sur les boissons énergisantes. Juste un mot, donc, puisque vous soulignez un peu l'incohérence entre certains produits qui sont mis sur le marché et puis les messages voilà, de santé publique, qui est beaucoup plus général que les boissons énergisantes, mais c'en est un bon exemple. Ce que je pense, on est typiquement dans un sujet où on ne peut pas poser la question qu'en autorisé ou interdit. Clairement, hein, l'AFSA d'abord, puis l'ANSES n'ont jamais caché leur réticence par rapport à ce type de produit. L'AFSA, à l'époque, avait pu bloquer la commercialisation parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un nouveau produit au sens du règlement européen. Après, une fois que c'est commercialisé depuis pas mal de temps hein, en Europe et que nous n'avons pas, sur le plan scientifique, mis en évidence hein, de façon très claire hein, les impacts de la taurine en tant que telle, donc ça a dû être autorisé, hein, parce que voilà, on est dans un marché qui est ouvert. Par contre, donc on a souhaité mettre en place, au travers notamment de ce qu'on appelle la nutrivigilance, une surveillance très très précise des effets éventuels qui pourraient être répertoriés. Et là, l'ANSES a sorti d'ailleurs un certain nombre d'avis, de recommandations. Une des choses qui nous gêne tout particulièrement, c'est le fait que bien souvent, ces boissons énergisantes sont associées à l'effort physique, à l'exploit sportif, alors que pour le coup, ce n'est pas du tout des boissons qui sont faites pour être consommées pendant l'effort. Hein, puisque c'est déjà très très excitant, donc ça tire sur le cœur, donc c'est pas bon du tout pour ça. Donc déjà, il y a aussi, disons, la question un peu du marketing qui est fait autour de ce type de boisson qui est une question. Mais voilà, d'où tous les autres volets hein, que uniquement la réglementation qui doivent être déployés pour aussi éduquer les gens, les informer et alerter quand on a des éléments pour cela. Merci. Je vous passe la parole, Kevin Fanton. Merci à toutes et tous pour vos très intéressantes questions. Je voudrais répondre à 3 questions. Les applications de santé, on voit beaucoup d'utilisation d'applis de santé en Angleterre et on génère et on développe nous-mêmes des apps chez PHE. Une des choses qu'on fait maintenant, c'est un processus d'assurance qualité pour les applis. Pour qu'on puisse avoir confiance que, sur la science qui souligne l'appli, l'efficacité de l'appli. Et si on démontre qu'elle est efficace et sûre, on peut mettre le badge de la NHS pour donner un niveau de confiance du public et la possibilité de promouvoir l'appli. Parce qu'il y a tellement d'applis disponibles, on veut développer un processus d'assurance qualité pour que les gens puissent choisir les meilleures applis. La deuxième, c'est sur la santé et le travail. C'est une priorité essentielle pour nous en Angleterre. C'est en ligne avec le souhait du gouvernement de garder plus de personnes au travail pendant plus longtemps. On sait que trop de personnes ont des problèmes de santé mentale, de problèmes de dos, de troubles musculo-squelettiques et ils sont en arrêt maladie. Donc, on essaie de travailler avec les entreprises, les employeurs pour avoir des meilleurs lieux
de travail, des programmes de bien-être, mais aussi avec les agences pour l'emploi, pour aider les gens qui ont des maladies chroniques à long terme, pour qu'ils puissent avoir du travail et trouver du travail. Le dernier domaine dans lequel on travaille, qui est très intéressant, c'est de travailler avec les professionnels de santé, parce qu'on sait qu'en Angleterre, et en particulier dans le NHS, 2/3 du personnel médical est obèse, ils ont des problèmes chroniques. Donc le NHS, qui a plus d'1 million de travailleurs qui travaillent dans le service de santé national, ont commencé un programme de travail majeur pour que les travailleurs de santé soient en bonne santé. On fait beaucoup de travail et ce serait formidable de partager notre expérience dans le futur. Merci beaucoup à nos 3 intervenants pour leurs exposés. À vous pour... Merci beaucoup à l'assistance pour les questions qui ont été intéressantes et les réponses qui ont été données. Je vais clore maintenant cette session. Je vous donne rendez-vous à 14 h pour les sessions de l'après-midi. Vous regarderez sur le programme, elles sont réparties dans différents amphithéâtres de la faculté de médecine. Voilà. Merci, à tout à l'heure.